Bienvenue à cette formation en ligne du projet sur le genre et le droit pénal international axé sur la protection des victimes d'actes de violence sexuelle et sexistes liés au conflit. Le projet sur le genre et le droit pénal international est un projet conjoint du Bureau de recherche sur les crimes de guerre et du Programme sur les femmes et les droits de American University Washington College of Law. Le projet sur le genre et le droit pénal international a pour mission de soutenir des tribunaux comme la Cour pénale spéciale pour qu'ils utilisent les avancées du droit international afin de tenir responsables les acteurs d'actes de violence basés sur le genre liés au conflit, VSG, et d'améliorer l'accès à la justice pour les victimes de ces violences. Le projet sur le genre et le droit international fournit des outils de recherche, une formation et une assistance technique aux tribunaux internationaux et nationaux, aux procureurs, aux juges et aux organisations de la société civile qui réclament justice pour les victimes de ces crimes internationaux graves. Notre projet en RCA renforçait la capacité du gouvernement à obtenir justice pour les actes de violence sexuelle et sexiste durant le conflit en RCA, cherche à fournir ce soutien au personnel de la Cour pénale spéciale et aux organisations de la société civile qui demandent réparation pour les victimes de violences sexuelles et sexistes commises pendant la guerre civile en RCA. Ce projet est soutenu par le département d'État des États-Unis. Cette formation portera sur les éléments du crime de génocide et leur application au viol et aux autres actes de violence sexuelle et sexiste. Dans cette formation, nous discuterons des dispositions du Code pénal de la RCA sur le crime de génocide. Nous identifierons les défis liés à l'application de la disposition relative au crime génocide aux actes de violence sexuelle et sexiste. Nous nous tournerons vers le droit international pour aider à interpréter la disposition régissant les actes de violence sexuelle et sexiste comme crime de génocide. D'abord, regarderons la disposition sur le crime de génocide dans le Code pénal de la RCA. L'article 152 du Code pénal de la RCA définit le génocide. La disposition prévoit que sont qualifiés crimes de génocide les violations des dispositions du statut de Rome de la Cour pénale internationale et notamment le fait de commettre ou de faire commettre l'un quelconque des actes ci-après en exécution d'un plan concerté dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou un groupe déterminé à partir de tout critère arbitraire. Le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique des membres, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre. La seule formulation qui diffère de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 est que l'article 152 dispose que le groupe ciblé peut être défini à partir de tout critère arbitraire, en plus des critères habituels comme la nationalité, la race, l'ethnicité ou la religion. La définition de génocide fournit à la fois la mens rea et l'actus reus de ce crime. Selon l'article 152 du Code pénal de la RCA, la mens rea de crime de génocide exige que les actes énumérés soient commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou un groupe déterminé à partir de tout critère arbitraire.
Comment s'est traduite l'intention de détruire un groupe? Une déclaration explicite par l'auteur de l'acte, les faits et circonstances qui l'entourent, le contexte général, la commission d'autres actes fautifs dirigés de manière systématique à l'encontre du même groupe, l'ampleur des atrocités commises, le ciblage systématique des victimes à cause de leur appartenance à un groupe donné, la répétition d'actes discriminatoires et de destruction, ou l'existence d'un plan ou d'une politique. Qu'est-ce que signifie en tout ou en partie? Les tribunaux internationaux ont conclu qu'il n'y a aucun seuil numérique qui détermine quand un nombre suffisant de membres de groupes ont été ciblés pour la destruction afin de caractériser l'intention spécifique requise pour le génocide. Au contraire, le critère appliqué est de savoir si le nombre ciblé constitue une partie importante de telle manière à impacter le groupe dans son ensemble. Une analyse qui inclut à la fois le nombre de membres du groupe ciblé ainsi que l'importance de cette partie du groupe pour la survie du groupe dans son ensemble. Dans l'affaire Procureur contre Mladic, la Chambre de première instance de TPIY a expliqué que lorsqu'une partie d'un groupe protégé est ciblée, cette partie doit constituer une partie substantielle du groupe en question, c'est-à-dire une partie suffisamment importante pour avoir un impact sur le groupe dans son ensemble. Les facteurs qu'un tribunal peut prendre en considération pour déterminer si la partie du groupe en question est substantielle incluent le nombre relatif de membres du groupe ciblé par rapport au nombre total de membres du groupe, ainsi que l'importance de cette partie du groupe pour l'ensemble plus large du groupe. Par exemple, si le groupe ciblé a une importance symbolique au groupe dans son ensemble, lorsque ceux qui sont ciblés représentent les dirigeants du groupe, dont la destruction de cette partie du groupe menacera la capacité de survivre du groupe dans son ensemble. De plus, les tribunaux considèrent la proportion du groupe ciblé au sein du territoire contrôlé par les auteurs et non pas dans le monde entier. Par exemple, il est clair que les Tutsis de Rwanda étaient la cible de génocidaires et non pas les Tutsis partout dans le monde. Comment se sont définis les groupes basés sur des caractéristiques nationales, ethniques, raciales ou religieuses? Les groupes protégés sont un ensemble de personnes qui ont une identité de groupe et des caractéristiques particulières. La question de savoir si un groupe peut être qualifié de groupe protégé se décide au cas par cas sur la base à la fois d'éléments objectifs, y compris le contexte social et historique, tels que la délivrance de cartes d'identité ethnique au Rwanda, et des perceptions subjectives des auteurs selon lesquelles les victimes forment un groupe unique. Les groupes protégés sont des groupes stables, constitués de façon permanente et auxquels on appartient par naissance, à l'exclusion des groupes plus mouvants qu'on rejoint par un engagement volontaire individuel, tels les groupes politiques et économiques. L'appartenance à un groupe protégé ne peut normalement pas être remise en cause par ses membres qui y appartiennent d'office par naissance de façon continue et souvent irrémédiable. Un groupe national est défini comme un ensemble de personnes considérées comme partageant un lien juridique basé sur une citoyenneté commune, jointe à la réciprocité de droits et de devoirs. Un groupe ethnique est défini comme un groupe dont les membres partagent une langue ou une culture commune.
Un groupe racial est fondé sur les traits physiques héréditaires souvent identifiés à une région géographique, indépendamment des facteurs linguistiques, culturels, nationaux ou religieux. Un groupe religieux est un groupe dont les membres partagent la même religion ou la même pratique de culte ou des croyances communes. Les groupes sont définis de manière positive, c'est-à-dire que les personnes devraient être définies en fonction du groupe auquel elles appartiennent. Elles ne peuvent pas être définies par le manque d'appartenance à un autre groupe. Ils peuvent être définis soit par le membre, soit par des personnes étrangères au groupe. L'actus reus, la définition du génocide englobe à la fois l'élément d'intention décrit ci-dessus ainsi que les infractions qui peuvent constituer le génocide. Ces infractions incluent les meurtres. Ces actes se rapportent aux meurtres illicites et intentionnels. Le terme en français meurtre par opposition aux homicides involontaires où la mort est causée par accident ou par négligence. Les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale. L'expression a été définie de telle manière que l'atteinte grave physique ou mentale provoquée d'une gravité telle qu'elle contribue ou tend à contribuer à la destruction du groupe. Les actes à l'origine de tels préjudices peuvent comprendre la torture, le viol et les violences ayant pour effet de défigurer la victime ou de provoquer des blessures graves à ses organes externes ou internes, sans pour autant causer la mort. L'atteinte doit être intentionnellement infligée. La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Les conditions doivent être suffisamment graves pour avoir le potentiel de détruire le groupe en tout ou en partie, en se basant sur un standard objectif de probabilité. Les exemples de ces conditions incluent la privation du groupe de nourriture, d'eau ou de soins médicaux, l'expulsion systématique de logements, le refus de services médicaux et la création de circonstances qui mènèrent à une mort lente par le manque de logement, d'habillement, de nourriture convenable, d'hygiène ou par l'effet de travail ou d'exercice physique excessif. Les mesures visant à entraver les naissances au sein de groupes. Les mesures peuvent inclure la mutilation sexuelle, la stérilisation forcée, la contraception forcée, la séparation de sexe, l'interdiction des mariages, la fécondation délibérée d'une femme par un homme d'un autre groupe quand l'appartenance au groupe est déterminée par un système patriarcal, et le viol, lorsque le traumatisme résultant empêche les femmes membres du groupe de procréer. Les mesures ne devaient pas réussir à empêcher les naissances au sein du groupe si l'intention de le faire est démontrée. Le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ceci englobe à la fois l'acte direct d'un transfert physique forcé, mais aussi les menaces ou traumatismes qui aboutirait au transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre. L'application des éléments détaillés ci-dessus aux actes de violence sexuelle et sexiste soulève des questions et défis spécifiques qui ont été précédemment examinés par d'autres tribunaux. Ceci donnant des indications sur la manière d'appliquer la disposition de la RCA sur le génocide à de tels actes. Plusieurs tribunaux internationaux ont conclu que des actes de violence sexuelle et sexiste peuvent constituer le crime de génocide. La façon dont des actes satisfont aux éléments du crime de génocide est examinée ci-dessous. Premièrement, nous allons examiner l'actus reus du génocide
Il existe plusieurs catégories d'actes qui peuvent constituer le crime de génocide, les plus courants étant l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe et les mesures visant à entraver les naissances au sein des groupes. Le deuxième et quatrième type d'actes énumérés à l'article 152 du Code pénal de RCA. Le viol et les actes de violence sexuelle peuvent-ils causer des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale constitutive du crime de génocide? Oui. Le TPIR est le premier tribunal international à admettre que le viol et les actes de violence sexuelle peuvent constituer le crime de génocide. Depuis cette conclusion par le TPIR, un bon nombre de tribunaux l'ont accepté. Les tribunaux ont conclu que le viol porte forcément une atteinte grave à l'intégrité physique et mentale. Dans l'affaire AKSU, la première chambre d'instance a conclu que, s'agissant plus particulièrement des actes de viol et de violence sexuelle, la Chambre insiste sur le fait que, selon elle, ils sont bien constitutifs de génocide, au même titre que d'autres actes, s'ils ont été commis dans l'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe spécifique ciblé en tant que tel. En effet, les viols et violences sexuelles constituent indubitablement des atteintes graves à l'intégrité physique et mentale des victimes et sont même, selon le genre, l'un des pires moyens d'atteinte à l'intégrité de la victime, puisque cette dernière est doublement attaquée dans son intégrité physique et dans son intégrité mentale. Dans l'affaire Karadzic, la Chambre de première instance de TPIY a conclu que les exemples d'atteinte grave à l'intégrité physique et mentale comme actes de génocide incluent la torture, le traitement dégradant ou inhumain, les actes de violence sexuelle dont le viol, les interrogations accompagnées de passages à tabac, les menaces de mort et les atteintes à la santé de la victime ou les violences ayant pour effet de défigurer ou de provoquer des blessures graves aux organes externes ou internes des membres du groupe. La Chambre de première instance a conclu que les femmes, filles, garçons musulmans de Bosnie qui ont subi des viols et d'autres actes de violence sexuelle ont ressenti de sérieuses souffrances physiques ou mentales, ou des souffrances d'une gravité telle qu'elles étaient de nature à contribuer ou d'avoir tendance à contribuer à la destruction des musulmans de Bosnie et croates dans la région. Que signifie grave? L'atteinte subie doit-elle être permanente ou irréversible? Désolé. Non. La Chambre de première instance de TPIY a estimé que l'atteinte grave n'est pas nécessairement permanente et irréversible, mais qu'elle implique une souffrance allant au-delà du chagrin, de la gêne ou de l'humiliation passagère. Elle doit hypothéquer gravement et durablement la capacité de la victime à mener une vie normale et fructueuse. La Chambre considère que les traitements inhumains, la torture, le viol, les violences sexuelles et l'expulsion constituent autant d'actes susceptibles de causer des atteintes physiques ou mentales graves. De même, le TPIR a estimé que les atteintes graves à l'intégrité physique s'entendent de toute forme de dommage corporel, de tout acte portant gravement atteinte à l'état physique de la victime. Par exemple, la torture et les violences sexuelles sans qu'il soit nécessaire que cette atteinte soit irrémédiable. L'atteinte grave à l'intégrité mentale peut être comprise de façon analogue comme toute altération des facultés mentales, tout acte portant sérieusement atteinte à l'état mental de la victime, même si la manière
la plus courante de poursuivre des actes de violence sexuelle comme crimes de génocide et de caractériser ces actes comme causant des atteintes graves. Le second type d'acte inclus dans la disposition relative aux crimes de génocide dans le code pénal de la RCA. Il est également possible que des actes de violence sexuelle puissent constituer d'autres actes génocidaires, y compris des mesures visant à entraver les naissances. La soumission intentionnelle du groupe à condition d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, ou le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Est-il possible que des actes de violence sexuelle soient constitutifs de mesures visant à entraver les naissances? Oui. Le TPIR a conclu que par mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe, il faut comprendre la mutilation sexuelle, la pratique de la stérilisation, l'utilisation forcée de moyens contraceptifs, la séparation des sexes, l'interdiction des mariages. Dans le contexte de société patriarcale où l'appartenance au groupe est dictée par l'identité du père, un exemple de mesure visant à entraver les naissances au sein d'un groupe est celle du cas où, durant un viol, une femme du dit groupe est délibérément insommacée par un homme d'un autre groupe, dans l'intention de l'amener à donner naissance à un enfant qui n'appartiendra alors pas au groupe de sa mère. De plus, la Chambre note que les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe peuvent être d'ordre physique, mais aussi d'ordre mental. À titre d'exemple, le viol peut être une mesure visant à entraver les naissances lorsque la personne violée refuse subséquemment de procréer, de même que les membres d'un groupe peuvent être amenés par menace ou traumatisme infligé à ne plus procréer. Veuillez noter que l'accent est mis sur l'intention des actes, pas sur les résultats. Le résultat vise d'entraver les naissances n'a pas à être atteint pour que l'acte soit considéré comme constitutif du crime de génocide. Est-il possible que des actes de violence sexuelle constituent une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle? Oui. Le TPIR a estimé que par soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique en totalité ou en partie, il faut entendre des méthodes de destruction qui n'entraînent pas immédiatement la mort des membres du groupe. Ceci comprend circonstances qui mèneront à une mort lente. Et ces conditions d'existence peuvent comprendre le viol, la privation de nourriture, la réduction des services sanitaires en dessous du minimum requis, à la détention des membres du groupe pendant une durée excessive dans des locaux dont la surface ne répond pas au minimum requis, dès lors que ces mesures sont de nature à entraîner la destruction du groupe en tout ou en partie. Les universitaires soutiennent que le viol peut constituer une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique en totalité ou en partie. Si les auteurs contaminent intentionnellement un des membres d'un groupe avec le sida en le violant, si les femmes ne sont plus épousables parce qu'elles ont été violées par un groupe ethnique extérieur et ne sont par conséquent plus capables à se reproduire au sein de leur groupe, ou si la procréation au sein d'un groupe est empêchée à cause de mutilation sexuelle, de stérilisation forcée, d'avortement forcé ou d'esclavage sexuel. Des procureurs du TPIY ont suggéré
que l'ingérence avec le processus de procréation au sein d'un groupe par le déplacement forcé des femmes et d'enfants du groupe, ainsi que le massacre des garçons et des invalides du même groupe, peuvent revenir à une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique en totalité ou en partie. Les procureurs ont également soutenu que les femmes musulmanes de Bosnie qui étaient ciblées par les auteurs de crimes étaient incapables de se reproduire au sein de leur groupe à cause de bouleversements dans les rôles de genre. Bouleversements dus à l'absence d'hommes appartenant à la même communauté qui ont été tués, de la stigmatisation du remariage qui empêche ainsi le remariage de femmes dont les maris ont été tués et la possibilité d'avoir des enfants, ainsi que la culpabilité ressentie par les veuves de guerre qui les empêchaient de se remarier et d'avoir des enfants musulmans. Des actes de violence sexuelle peuvent-ils être constitutifs d'un transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe? Bien qu'il n'y ait aucune affaire où des actes de violence sexuelle ont été poursuivis en tant qu'infraction de transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe constitutif du crime de génocide, des universités ont soutenu qu'il y a des situations possibles dans lesquelles le VBG peut revenir à une telle forme de crime de génocide. Par exemple, lorsqu'un auteur viole et met enceinte une femme dans une société patriarcale, société dans laquelle l'enfant appartient au groupe ethnique ou racial du père, l'enfant est transféré d'un groupe, le groupe de sa mère, au groupe de son père. Un autre exemple suggéré par des universitaires est la situation dans laquelle une enfant soldat de sexe féminin est recrutée. Si la fille est forcée de se marier à un membre d'un groupe armé et finalement s'identifie avec ce groupe, est forcée de rester dans ce nouveau groupe ou n'est plus accueillie dans son groupe origine du fait de son enrôlement forcé ou son mariage forcé. Cela pourrait éventuellement constituer un transfert d'enfants d'un groupe à un autre. Mens rea de génocide, la violence sexuelle et sexiste. Voyons maintenant la mens rea ou l'élément intentionnel du crime de génocide. Comme détaillé ci-dessus, le crime de génocide exige que le procureur prouve que l'accusé a agi avec l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux par la commission de l'un des actes énumérés. Une telle intention peut être prouvée dans des affaires impliquant des actes de violence sexuelle et sexiste. Les tribunaux ont conclu que la preuve de cette intention peut être explicite, telle que les déclarations de l'accusé, mais que l'intention peut aussi être déduite. Il s'agit par exemple de déclarations faites par l'accusé avant, pendant ou après la commission des actes de la violence sexuelle. D'autres actes discriminatoires qui ont lieu dans le même contexte que les actes de violence sexuelle, par exemple lors de la détention ou du transfert forcé du groupe en question. Des formes d'actes de violence sexuelle qui visent le groupe auquel la victime appartient tout en épargnant d'autres groupes de traitement similaires. Le TPIR a conclu que Jean-Paul Akeyesu a commis l'acte de génocide en raison de son rôle de bourgmestre par lequel il a encouragé le milice d'Interahamwe à violer les femmes Tutsis. La Chambre constate que l'accusé lui-même, s'adressant à des Interahamwe qui commettaient des viols, leur a dit « Ne me demandez plus jamais quel est le goût d'une femme Tutsi ». Cette représentation de l'identité ethnique par le sexe montre très clairement que les femmes Tutsi ont été
assujettés à des violences sexuelles du seul fait qu'elles étaient Tutsis. La violence sexuelle était une étape dans le processus de destruction du groupe Tutsi, destruction de son moral, de la volonté de vivre de ses membres et de leur vie elle-même. Cette affaire illustre comment les déclarations faites par l'accusé peuvent établir une intention génocidaire dans les affaires de viol et d'actes de violence sexuelle. Les questions à considérer dans le cadre de la violence sexuelle constitutive de génocide. 1. À quel groupe ethnique, racial, national et ou religieux la victime appartient-elle? Les groupes auxquels la victime appartient ont-ils été la cible d'actes discriminatoires, y compris des meurtres, des transferts forcés, des emprisonnements, ainsi que d'autres crimes? 3. L'auteur de l'acte a-t-il fait des déclarations avant, pendant ou après l'acte de violence à propos d'un groupe auquel la victime appartient? 4. Y a-t-il des éléments de preuve que l'auteur appartient à une milice ou un autre groupe associé aux actes discriminatoires dirigés contre le groupe auquel la victime appartient? 5. L'acte de violence sexuelle a-t-il été commis dans une proximité temporelle avec d'autres actes commis contre le groupe de la victime, tels que des passages à tabac, des transferts forcés, des meurtres ou d'autres crimes? 6. Les actes de violence sexuelle ont-ils eu lieu dans un territoire dont ou d'autres crimes ont été commis contre le groupe auquel la victime appartient? 7. L'auteur ou ses associés ont-ils fait des déclarations concernant les enfants de la victime ou les enfants potentiels en ce qui concerne la nationalité, la race, l'ethnicité ou la religion? 8. Quelles attentes mentales et physiques la victime a-t-elle subies? 9. Quel a été l'impact de ces attentes sur la victime? 10. D'autres personnes appartenant au même groupe que la victime ont-elles aussi été la cible d'actes de violence sexuelle? 11. Les actes de la violence sexuelle et ou les autres actes commis contre le groupe auquel la victime appartient ont-ils aussi été commis contre des victimes appartenant à d'autres groupes ou bien seulement contre le groupe auquel la victime appartient? Pour plus d'informations, visionnez des vidéos de formation sur des sujets connexes, notamment les violences sexuelles et les crimes de guerre, les violences sexuelles en tant que les crimes contre l'humanité et les idées reçues sur les actes de violence sexuelle et sexistes. Et effectuez des recherches dans notre base de données à l'adresse www.genderjurisprudence.org en utilisant des mots-clés tels que viol génocidaire pour consulter la jurisprudence sur ces questions.